Bonjour tout le monde, je suis Émile Lombrage et c'est ma première vidéo YouTube. Bon, je vous cache pas que je suis évidemment un peu stressé, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, etc. Alors, pour la petite présentation, je suis écrivain et scénariste à mes heures perdues et justement, j'aimerais en faire mon métier tout simplement, me professionnaliser dans cette voie, etc. Et si je me lance sur YouTube, parce que j'ai souvent plein de sujets desquels j'ai envie de parler, quoi. Cette chaîne YouTube sera aussi le moyen pour moi de m'exprimer sur tout ça quand j'en ai envie, etc. Donc voilà. Alors du coup, le sujet de la vidéo, c'est Le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas, qui est un bon gros pavé de 1000 pages. Comment ça se fait que ce livre est quand même passionnant? Pourtant, c'est un livre qui a été écrit, je sais pas, 1830, un truc comme ça. C'est un livre qui a quasiment 2 siècles, qui était à l'époque un best-seller, mais vraiment un best-seller, c'est-à-dire qu'on était au 19e siècle, et c'est un livre qui a été vraiment traduit, c'était the best-seller, quoi. Ça me fait délirer de me dire qu'on est quand même sur une œuvre qui est française, qui a été écrite en français, et qui pourtant a réussi à avoir un rayonnement international, alors qu'elle est vieille de 2 siècles. Et le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment un pilier qui a vraiment influencé beaucoup d'auteurs. Et pour autant, souvent, vous savez, ce genre entre guillemets, vieux livre, même s'il y a plus vieux, hein, on est d'accord, hein, mais c'est quand même un livre qui est âgé. Donc en particulier, les conventions narratives sont différentes, etc. Et pour autant, c'est un livre qui est quand même passionnant. Vraiment, moi, j'ai pris mon pied à le lire et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Alors déjà, pour situer un peu le cadre, moi j'ai une petite histoire personnelle entre guillemets avec Alexandre Dumas. Mon arrière-grand-père maternel que j'ai pas connu, son livre de chevet c'était lui Les Trois Mousquetaires. Et apparemment, d'après les dires de mon grand-père maternel, son fils, peu d'instants avant sa mort, il était encore en train de lire, il relisait des passages des Trois Mousquetaires, etc. C'était vraiment son livre de chevet. Et ce qui est marrant, c'est que son fils, mon grand-père maternel, lui, je crois qu'il a apparemment le livre de chevet, mais en tout cas, son livre préféré, s'il doit en avoir un, c'est Le Comte de Monte Cristo. Et je me souviens, quand j'avais 10-11 ans, il m'avait dit Émile, il faut absolument que tu lises Le Comte de Monte Cristo, parce que voilà, c'est un livre incroyable, etc. Il faut absolument que tu lises, et tu le lis en version complète, et pas en version abrégée. Page. Ce que mon grand-père m'a dit pour me donner envie de lire à l'époque, c'était que Le Comte de Monte Cristo, il avait trouvé dans les rayons d'une bibliothèque, mais la bibliothèque à l'arrière de la salle de classe du professeur de littérature qu'il avait à l'époque quand il était collège, lycée, un truc comme ça. Je crois qu'il avait 14 ans quand il l'a lu. Il l'avait trouvé là en deux-trois volumes énormes et il avait tout lu. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'était devenu après le livre que tout le monde s'est refilé dans la classe. Mais vraiment, tout le monde. C'est-à-dire qu'on parle du meilleur, de l'intello de service, du meilleur élève, comme le cancre de service. Tout le monde se l'était refilé, peu importe les origines sociales et ça, tout le monde l'avait lu, le livre était passé dans toutes les mains de la classe. Aujourd'hui, mais j'étais en collège ou en lycée, c'est quasiment impossible parce que maintenant on a tous notre attention qui a complètement décru. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de lire autant comme avant, quoi. À l'époque, un pavé de 1000 pages, aucun souci, quoi. C'était le divertissement, il n'y avait pas la télé, etc. Donc quand on voulait se divertir, se poser, souvent on lisait un livre. Et c'était quelque chose d'agréable. Et vous prenez par exemple ma grand-tante, pas une intellectuelle, une femme très très lettrée, etc. Machin, et pourtant elle lit énormément. En fait, elle a lu tous les Rougon-Macquart, etc. Une bonne partie de la Comédie humaine, beaucoup de Victor Hugo, si c'est une tous. Et ça paraît inimaginable aujourd'hui, quoi. J'essaie de me lancer dans la lecture des Rougon-Macquart, Zola, et voilà. C'est vraiment compliqué, quoi. Le sujet de la vidéo, c'est Le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas. Je m'y mets, je le lis. J'ai commencé à le lire en audio, il m'a fallu un mois et demi pour le lire, ce qui est assez rapide parce que, en tout cas, en audio, on a pour au moins une cinquantaine, ouais, il y a 50 heures, je crois, c'est 2 fois 25 à peu près sur Audible. Il m'a fallu un mois et demi, il y a vraiment, vraiment des jours où, mais j'en pouvais plus. Je lisais ça, je me levais le matin avec, après, à midi, je réécoutais en mangeant, et ensuite le soir, avant de dormir, je réécoutais encore. Il y a des jours où vraiment j'ai fait 4 heures d'écoute, enfin j'étais complètement à fond. Et il n'y avait pas un jour où je n'écoutais pas en fait le conte de Monte Cristo, même juste 30 minutes, etc. machin, parce que c'est vraiment un livre qui est passionnant. Mais par exemple, si on le compare avec d'autres livres de son époque, je sais pas, je vais prendre, je pense à Crime et Châtiment en particulier, euh, qui est vraiment, qui est un livre qui est vachement bien, enfin, qui est un de mes livres préférés aussi, mais qui est vraiment pas aussi passionnant, quoi. Le livre, il fait quoi? Allez, euh,
ouais, 600 pages grosso modo, quoi. Moi, Dostoïevski, j'aime bien dire que c'est, comme beaucoup d'auteurs de cette époque, c'est de l'intrigue de salon. C'est-à-dire qu'il se passe pas grand chose en termes d'action. Il passe son temps à faire de la parlotte. C'est-à-dire qu'ils sont dans un salon, ils débattent sur des trucs, sur des idées, et puis machin, et puis machin, et puis vous avez des conversations à trois quatre personnages, vous êtes toujours perdu en lisant les dialogues, parce que vous avez loupé une ou deux lignes, vous savez plus qui parle, etc. Et à l'époque, je pense que ça se lisait assez bien. Maintenant, c'est super dur à lire, justement. C'est pas pour autant que c'est pas passionnant. D'ailleurs, si vous voulez un exemple très clair là-dessus, c'est que Crime et Châtiment, les gens ne se souviennent que du début. Le fameux Crime, c'est les 200 premières pages, quoi, le Crime. C'est que le tout début. Je veux dire, sur les 600, ça apparaît. En fait, ça arrive très vite, parce que c'est le seul moment où il y a vraiment de l'action, en fait. Et même moi, alors que c'est un de mes livres préférés, en fait, j'en ai des souvenirs un peu parceleurs, quoi. Bref, du coup, c'est là où il se distingue d'un Dostoïevski qui peut être un peu chiant à lire. Dumas, c'est pas chiant, en fait. Oui, c'est long, oui, c'est lent. Alors parfois, il prend un peu son temps, mais mine de rien, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est le format selon lequel c'était publié. C'était du roman feuilleton, c'est-à-dire que vous aviez un chapitre toutes les semaines de 20 pages. Et en fait, c'est ça qui fait que Dumas, en fait, a vachement pensé son histoire pour qu'elle soit intéressante. Dumas, vraiment, a ce souci de maintenir à tout prix en haleine le spectateur. Il faut qu'il se passe des choses intéressantes, quoi. Mais sans pour autant dénaturer l'intrigue, etc. Bon, ça prend un peu son temps au début, quoi. Ça installe doucement les éléments, etc. Les scènes sont un peu tirées en longueur, mais c'est ça qui est agréable avec Dumas, en tout cas le Dumas de cette époque. Parce que dernièrement, j'ai essayé de lire Le Vicomte de Bragelonne, et putain, j'ai dû lire 100 pages, il s'est rien passé, quoi. Vraiment rien de rien, quoi. On a juste deux personnages qui ont fait d'un point A à un point B, mais il ne s'est rien passé. C'est de la description, de la description. Ce qui n'est pas le cas avec le Comte de Monte-Cristo. C'est que c'est lent, mais en fait, les scènes, ça donne de l'ambiance, et tout a été pensé, même si la scène, elle tire en longueur, pour que ce soit intéressant. En fait, c'est le format, quoi. En plus, c'est 20 pages. Partons sur un petit résumé. C'est l'histoire d'un marin qui s'appelle Edmond Dantès, qui est second sur un navire nommé le Pharaon et qui revient d'expédition. Sauf qu'au cours de l'expédition, le capitaine est mort. Donc c'est lui qui, vu qu'il était second, a pris le commandement du bateau. Et en revenant, il annonce à son armateur, Morel, que le capitaine est mort, etc. Et Morel envisage de le promouvoir parce que c'était un bon gars, qu'il était apprécié, que c'était un bon second, etc. Et vraiment, Edmond Dantès, c'est le cliché, entre guillemets, du bon gars. Je veux presque dire que le personnage n'a pas trop de profondeur, entre guillemets, au début en tout cas, parce qu'on est vraiment sur l'archétype du bon gars. Sympa, gentil avec tout le monde, capable de pardonner même à des gens pas très sympas, etc. Du coup, des gens vont jalouser le fait qu'il arrive capitaine du bateau. Et par conséquent, on va fomenter une petite vengeance, etc. contre lui, et il sera emprisonné injustement. Bon, vous en doutez que s'il est dans la prison, il va en sortir. Et voilà, je m'arrête là-dessus. Thématique maîtresse du Comte de Monte-Cristo, c'est cette vengeance. Et s'il devait y avoir un qualificatif, un descriptif parfait du bouquin, la phrase à résumer, qui est une phrase, je suis désolé, c'est complètement cliché, mais c'est tellement vrai, c'est La vengeance est un plat qui se mange. ce qui est vraiment agréable avec le Comte de Monte-Cristo, c'est que les récits de vengeance, c'est un peu un poncif des histoires. On a tous au moins lu un jour une histoire de vengeance. Mais en fait, je trouve que Dumas, malgré que le livre ait quasiment 2 siècles, il est capable d'avoir un angle original sur la vengeance. En particulier, pour parler d'une œuvre qui, moi j'adore sur la vengeance, je vais vous parler de cinéma coréen, en particulier de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, qui est un de mes réels préférés. Je vais vous parler du deuxième, qui est un de mes films favoris de tous les temps, qui avait obtenu le Grand Prix à Cannes. Que, by the way, je préfère largement à Parasite. Même si Parasite est un très bon film, bien évidemment. Oldboy est très ainsi du Comte de Monte-Cristo. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'extrapoler ni rien de... Je sors pas ça de mon chapeau, en fait. Vous avez littéralement dans la soundtrack, vous avez un morceau qui s'appelle Monte Cristo. Ce qui est fascinant dans Oldboy, c'est l'identité du personnage, en fait. La vengeance va profondément modifier le personnage. En fait, c'est ce qui est le plus intéressant, en vérité, dans les récits de vengeance. Et je trouve que pas mal de récits de vengeance ne l'ont pas forcément. Ils cherchent le spectaculaire, en fait, dans la vengeance, mais ils cherchent pas le renouveau de l'identité de leur personnage. L'avancée, en fait, ce qui est intéressant, c'est le parcours psychologique du personnage de avant l'événement sur lequel il va se venger, et après, une fois qu'il sera vengé, quoi. C'est cet intervalle-là qui est vraiment super intéressant. Et dans le boy, vous avez presque une réduction, entre guillemets, dans le sens où le personnage devient animal, quoi. À la fin, il se comporte presque comme un chien à un moment, etc., quoi.
le récit commence avec un truc assez romantique, même romanesque, avec cette évasion, et puis finit sur en mode tragédie grecque, quoi. Enfin, c'est incroyable. Je ferai peut-être une vidéo sur Old Boy, parce que c'est un de mes films préférés. Mais si j'ai parlé de l'évolution du personnage et de l'identité, c'est pas pour rien. Parce que c'est ce que ma mère me disait à propos du Comte de Monte Cristo. Elle me disait, elle m'a dit au cours de ma lecture plusieurs fois au téléphone, ce qui est le plus intéressant, Émile, c'est le personnage de Monte Cristo lui-même, d'Edmond Dantès. J'étais là, ouais, enfin, surtout quand elle me dit ça au début, bon, c'est un peu l'archétype du gentil, etc., un peu lisse, mais qui est juste gentil en fait, qui est gentil et qui est bon, quoi, et qu'il arrive des trucs injustes. C'est presque manichéen le début. Et ben en fait, elle avait raison, c'est vraiment lui qui est le plus intéressant. Parce qu'en fait, la vengeance va le métamorphoser. C'est-à-dire qu'il va avoir une énorme évolution, et même en fait, ce qui est plus frappant, c'est qu'il va endosser plusieurs identités. Un coup, il sera ce qui est l'abbé Bouzoni, promoteur, je ne sais plus comment il s'appelle, un type de la maison Thompson French. Un coup, il sera Simbad le marin. Après, il sera appelé le comte de Monte Cristo, etc. Ce qui est fascinant, c'est cette évolution dans l'identité. Et d'ailleurs, le narrateur va arrêter de l'appeler Edmond Dantès à partir d'un certain moment. Et c'est très troublant, parce que moi, quand je lisais la version abrégée quand j'étais gamin, j'avais pas compris ce truc-là, et j'étais là en mode, mais il revient quand le personnage d'Edmond Dantès? un peu teubé que j'étais. Ça, c'est quand même fort. Vous avez, votre personnage, il a un nom, et en fait, on arrête de l'appeler de cette manière, quand on va l'appeler par d'autres sobriquets, d'autres noms. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir cette évolution, quoi. Et d'ailleurs, le livre, il fait 1000 pages, et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est un temps long. Il doit y avoir 20... il y avait une bonne vingtaine d'années qui s'écoulent. On voit l'évolution, le parcours, petit à petit, donc cette évolution de l'identité, mais aussi des gens qui étaient là au tout début de l'emprisonnement et qu'on retrouve après, par la suite, mais longtemps après. Et du coup, vous retrouvez des personnages qui ont pris 20 ans dans la tronche. qui ont des enfants, qui ont une nouvelle vie, et c'est génial. Ils sont mariés, etc. Enfin, il leur est arrivé plein de trucs. Et vous avez même leurs gosses qui sont pas des mioches, du coup, qui sont vraiment des jeunes hommes dans la force de l'âge. Ça devient archi intéressant. Vous vous rendez compte que voilà, la société, les choses ont évolué, et comment est-ce que lui, il va essayer, du coup, Edmond Dantès, de jouer avec ses pions, etc., pour mettre à profit, à exécution, sa Vengeance. parce que le Edmond Dantès, il a un petit côté un peu calculateur, mais pas calculateur à la Prison Break, où vous avez vraiment le tatouage dans le dos, où tout a été planifié, machin. C'est pas vraiment ça sur Edmond Dantès. C'est plutôt, il a entremêlé les fils d'une pelote. Et puis, à un moment, il va tirer doucement et prendre ce qui vient, en fait, petit à petit. Tous ces pions-là, en fait, glissés, chacun de ces pions a des histoires, d'une certaine manière. Et c'est ça aussi une des forces du Comte de Monte Cristo, qui moi, a priori, au début, était une faiblesse. C'est que je n'aime pas les récits où vous avez des récits emboîtés. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un personnage qui vous fait un monologue de plusieurs chapitres pour expliquer sa vie, machin, etc. Je trouve ça chiant, je trouve que ça casse l'histoire, c'est toujours terrible. Mais là, en fait, c'est super intéressant parce que les récits, ils sont pas emboîtés, ils sont entremêlés. Et par exemple, vous avez un personnage que j'aime bien qui s'appelle Luigi Vampa. À un moment, il raconte son enfance, etc. Machin. Et en plein milieu du récit, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais moi, j'en ai rien à foutre. Il est où Edmond Dantès? Du coup, vous avez Simbad le marin qui débarque et qui lui donne une dague. Et vous êtes là, hein, quoi? Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui branle là, Simbad le marin? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, on est un peu perdu par le bouquin. En particulier, il y a un moment, il y a une grosse ellipse. Il se retrouve plus tard à Rome. Et moi, j'étais complètement déboussolé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les personnages et tout et ça? Mais en fait, il faut accepter d'être déboussolé parce que c'est là où vraiment on va rentrer petit à petit et on va comprendre ce qui va se passer, quoi. Et d'ailleurs, pour parler des environnements, il y a beaucoup de péripéties. On va passer par plusieurs villes, Rome, Marseille et Paris. Et surtout, il va se passer plein de trucs. Il va y avoir un aspect un peu pirate. Il va naviguer, etc. Il y aura un aspect un peu chasse au trésor. Il y aura après, plus tard, un autre aspect un peu KPDP avec quelques combats, des duels, etc. Et en fait, c'est ça qui est génial aussi avec le conte de Monte Cristo, qui le rend Passionnant. c'est que l'intrigue, elle est vaste. Il se passe tellement de choses, puisque l'environnement est ultra changeant. C'est super intéressant. Et de voir comment, en fait, l'évolution de cette vengeance, ce plat qui se mange froid. Pourquoi? La vengeance est un plat qui se mange. Parce qu'on attend de la manger. Mais un plat qui se mange froid, à votre avis, ça a quel goût? Je vais terminer là-dessus, parce que justement, conclusion du conte de Monte Cristo, c'est le goût d'un plat qui se mange froid. C'est fini pour ma première vidéo, j'espère que vous avez kiffé, dites-moi dans les commentaires, laissez un j'aime, abonnement, enfin bref, vous connaissez tout. Et on se revoit plus tard pour, j'espère, refaire de nouvelles vidéos.
Et voilà, c'était Émile Ombrage, et puis du coup, à la prochaine.